Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Nous sommes le lundi 20 juillet 2015, Vincent Gagne pour vous retrouver. Les marchés actions US au comptant ouvrent à 15h30. Nous sommes au point de départ d'une semaine très chargée sur le plan des résultats trimestriels des entreprises américaines. Moi je vais revenir sur l'agenda des entreprises américaines cette semaine. Depuis les résultats de Google qui ont largement surpris le marché, le Nasdaq qui enchaîne sa plus forte semaine de hausse la semaine dernière, plus vue depuis plusieurs mois. Les indices Nasdaq qui tendent vers leur sommet de la bulle Internet, donc c'est pour vous montrer. Les marchés actions US classiques qui eux continuent de suivre une belle tendance haussière, toujours portés par des fondamentaux solides. Ce que je vous propose, et puis vous pouvez prendre connaissance en attendant de l'avertissement sur les risques liés au trading, c'est de revenir justement sur la dynamique générale des marchés actions US. Le SP500, le Dow, le Nasdaq, l'once d'or sur un plus bas de 5 ans, avec bien sûr la dynamique haussière générale du dollar américain, un tour d'horizon des paires majeures, bref, voilà donc quel est le topo. Alors, la Grèce, j'en parle plus, les banques grecques rouvrent aujourd'hui, la Grèce va faire face à toutes ces échéances, elle a 7 milliards sous la main en liquidité d'urgence pour payer la Banque Centrale Européenne. Bon, voilà, on est reparti pour plusieurs années de plans d'aide, d'espoir de retour de la croissance économique, etc. etc. J'ai envie de dire, il y aura peut-être une nouvelle crise grecque en 2018 ou en 2019, mais d'ici là, nous avons le temps. La TVA augmente en Grèce, bon, il y a tout un tas d'éléments auxquels vous pouvez accéder sur Internet, mais moi, je n'en parlerai pas davantage. On va se concentrer sur les résultats des entreprises américaines et sur la dynamique générale à Wall Street. Alors, vous avez sous les yeux l'indice SP500 et l'indice Dow Jones en données journalières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances consécutives de hausse. Que nous dit Bloomberg? Alors Bloomberg nous dit la chose suivante. Au début de cette semaine, 65 environ, je ne sais plus si c'est 61 ou 65, mais autour de 60 entreprises du S&P 500 ont reporté leurs résultats du deuxième trimestre. 41 battent les attentes, une quinzaine ont déçu. Le marché est agréablement surpris de l'évolution des bénéfices par action. Le bénéfice par action, c'est ce qui fait que les espoirs de rendement augmentent et c'est ce qui attire les gérants. Les gérants font le marché. Ce qui a notamment marqué les investisseurs, ce sont les très bons résultats trimestriels publiés par Google, accrochez-vous bien, plus de 16% sur le bénéfice par action. Même Facebook s'en sort alors que la société a réalisé une acquisition qui a mangé une partie donc de sa liquidité. Alors ce lundi, pas de résultats trimestriels aux États-Unis. Par contre, cette semaine, c'est très chargé. Alors vous avez dans la section commentaires le calendrier des résultats de la semaine. Mardi, Lockheed Martin, United Technologies, Verizon, Apple, Microsoft, Yahoo, Abbott, Coca, American Express, Texas Instruments, General Motors, Starbucks, Visa. Visa très important, je dis Visa pourquoi? Parce que les chiffres que délivre Visa, ça permet de mesurer la consommation courante. Puisque une grande partie de la consommation des ménages est réglée par carte bancaire, forcément les résultats que relaie Visa sont une façon d'envisager la consommation courante aux États-Unis. American Airlines, Biogen, bref, c'est très chargé cette semaine. Nous rentrons dans le cœur de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Et donc, en plein cœur de ces résultats trimestriels, le Nasdaq réalise la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis presque 2 ans. Alors, on va en parler du Nasdaq avant de revenir au marché actions traditionnel. Laissez-moi aller chercher la représentation graphique du Nasdaq. Je commence cette émission Wall Street Insider par quelques graphiques en données journalières, et puis ensuite on envisagera la suite des événements. Mais d'abord, laissez-moi voir quelques graphiques en données journalières. Alors, je veux dire, il n'y a techniquement pas grand-chose à dire. La tendance haussière qui a démarré le 10 juillet, des cassures techniques dans tous les sens. Dernier signal d'achat technique a été donné donc par l'indice Nasdaq 100 le 16 juillet dernier.
Bon, merci Google, entre autres, mais pas seulement. Le 16 juillet dernier, cassure par le Nasdaq 100 de ses sommets annuels. Donc c'est le breakout standard entretenant la tendance haussière. Aucune divergence, c'est suracheté mais aucune divergence. Il y a du potentiel. Si moi simplement sur le Nasdaq 100, je calcule l'objectif théorique. Alors déjà, sur le Nasdaq 100, une résistance de l'année 2000. Les indices Nasdaq, le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite tendent tout simplement vers leur sommet de la bulle Internet. Tout simplement les sommets de la bulle Internet. Les sommets de l'année 2000. Mais nous n'y sommes pas encore. Sur le Nasdaq 100, je relève donc une cible à 4781 points. C'est un niveau de prix historique. Maintenant, on peut aussi raisonner sur le canal au sein duquel les cours sont sortis par le haut le 16 juillet. Donc j'attrape ici une expansion de Fibonacci que je reporte au point de cassure. Et qu'est-ce que je trouve? 4785, précisément le sommet, un sommet important de l'année 2000. Et en même temps, ces 4780 sont donc la cible théorique de la sortie par le haut ici de cette configuration rectangulaire. Donc en clair, le compartiment technologique a donné un certain nombre de signaux d'achat. Le marché est maintenant très attentiste. Et attentiste de quoi? Apple. Apple, c'est demain. Avant la clôture, mardi 21 juillet. 700 milliards de capitalisation boursière. À titre indicatif, Sanofi 110 milliards, première capi française. Pour situer un peu ce que ça représente. 700 milliards de dollars. Il me semble que le PIB de la France doit être autour des 2700 ou 2800 milliards de dollars. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire ce que peut représenter la capitalisation boursière d'Apple. On est sur plus d'un quart, un bon quart de la richesse nationale créée par la France en une année. C'est donc énorme. Et c'est demain, et c'est susceptible, après Google, de fortement influencer l'indice Nasdaq. Et c'est d'ailleurs pourquoi sur les marchés actions de la zone euro, vous pouvez constater que deux secteurs mènent la danse depuis 2 semaines. Les sociétés financières sont surprises, le marché respire après l'octroi à la Grèce d'un nouveau plan d'aide, et le compartiment technologique du CAC, des marchés actions de la zone euro, merci au Nasdaq, entre autres. Donc, le Nasdaq 100 a donné, selon l'analyse technique, un signal d'achat, le 16 juillet. On a désormais sur le Nasdaq 100 un premier support qui s'établit ici à 4562 points, qui peut être considéré donc comme un point d'achat sur repli. C'est le premier support relevé par l'analyse chartiste. Je pense qu'en cet été, ce marché peut rejoindre les sommets de l'année 2000, et notamment cet important niveau à 4784 points. Alors maintenant, que nous disent les indices traditionnels? On va revenir sur l'analyse technique des indices S&P 500 et Dow Jones. Ces marchés ne réalisent pas encore de nouveaux sommets historiques, mais le pourraient, ou en tout cas dans un premier temps les rejoindre. L'analyse graphique du Dow et du SP 500 elle est stable. Depuis le mois de février dernier, ce sont des trading ranges, des rectangles. Alors en analyse chartiste, le range peut prendre plusieurs formes. Ce sont ces fameuses configurations chartistes, le triangle, le biseau, le rectangle. On peut retrouver des figures géométriques. C'est sur les marchés actions US la figure la plus standard, le range. 2 niveaux de prix horizontaux et parallèles. Sur le Dow entre 17 550 et 18 350. Sur le SP500 entre 2040 et 2135. Le marché a réalisé un rebond sur la partie basse de ces rectangles chartistes le 10 juillet. La cible, c'est de rejoindre la partie haute. C'est le principe d'un range. Il n'y a pas de dynamique tendancielle à court terme, parce qu'à long terme, on sait que depuis 2009, les marchés actions US suivent une ferme tendance haussière. Mais là, la première cible, c'était de rejoindre les sommets historiques. Le Nasdaq réalise de nouveaux sommets annuels. Pas historiques parce que le Nasdaq n'a pas rejoint encore ses sommets de la bulle Internet, les fameux sommets de l'année 2000. Et donc sur le SP500 et le Dow, ce qui m'intéresse à court terme, c'est qu'en montant, on s'est donc affranchi aussi de cette oblique de résistance. Donc on a ici sur le SP500, je ne sais pas si vous la voyez bien, je l'ai mise en gris, en couleur grise, mais je vais la mettre en couleur noire pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Et puis donc on l'a dépassé, on voit que ça temporise autour, mais ça relance, on a fait d'ailleurs un petit pullback. Donc je pense que le SP500 cette semaine peut prolonger en direction de ses sommets historiques, le Dow pardon, et le SP500 aussi. Alors d'ailleurs,
sur le SP500. Par contre, plus aucun timing pour acheter, nous sommes d'accord. Dans un range, on achète en bas du range. Et lorsqu'on approche du haut du range, on pense à alléger. Ça, c'est un fait. Donc, voici par contre, pour ceux qui se sont positionnés dans le bas du range, c'est tout à fait possible et envisageable. Il y a eu 1, 2, 3, 4 séances consécutives de test du bas du range. 6 juillet, 7 juillet, 8 juillet, 9 juillet, 10 juillet. 5 séances consécutives sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles de test de la partie basse des trading range. Donc, nous y sommes et les targets sont donc maintenus. Revenir chercher les sommets historiques, cette fois-ci, sur le SP500 et le Dow. Ici, ça me paraît très important. Alors, avant d'en venir à des graphiques intraday, et bien sûr la dynamique générale du dollar américain, laissez-moi quand même revenir sur l'once d'or, sur un plus bas de 5 ans, c'est pas anodin. L'once d'or qui a traversé le risque systémique que représentait le Grexit de la meilleure des façons, c'est-à-dire que tout le monde s'en est désintéressé. Les capitaux ne se sont pas couverts sur le métal jaune. Qu'une raison, dans un environnement où les taux d'intérêt sont très bas, les gérants recherchent du rendement. Alors, l'once d'or, on ne parle même pas de rendement, il n'y a pas de rémunération liée à sa détention. Bref, vers quel actif les gérants se sont précipités depuis 10 jours? 9 séances consécutives de hausse sur le CAC 40. Ben, vous avez la réponse. Les gérants ne s'intéressent qu'au marché action pour faire du rendement. Inondation des marchés par les banques centrales de liquidités. Ces liquidités veulent faire des liquidités. Et la seule façon d'en faire, c'est d'acheter non-stop les marchés actions. En tout cas, c'est comme ça que les gérants se comportent. Je ne dis pas qu'il faut mettre toutes ses billes, il faut gérer son risque, bien sûr, mais il ne faut pas faire de la contre-tendance. Forcément, ce serait pour le capital suicidaire de faire que shorter les marchés actions. Surtout 9 séances consécutives de hausse. On pouvait avoir l'impression, l'envie de shorter à la 4e séance consécutive de hausse, bah, c'était perdant. À la 5e, perdant. À la 6e, perdant. À 7 séances consécutives de hausse, je vends, bah non, dommage, 8e. Bon, arrivera un moment où il va y avoir une consolidation. Sauf qu'on ne le sait jamais. Donc une tendance, je reprends mon adage, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Pour en revenir à l'once d'or, un plus bas de 5 ans, l'analyse technique permet de bien comprendre la corrélation négative forte, notamment depuis la mi-mai, mais surtout depuis le 18 juin, au lendemain d'une réunion de 2 jours de la Réserve fédérale, qui lie la destinée en tendance du métal jaune avec celle du dollar américain. Et c'est ce que vous propose le graphique que vous avez sous les yeux. Il juxtapose le prix de l'once d'or et le prix ici du dollar américain. Alors, dollar américain à court terme, il tergiverse légèrement, puisqu'il teste ce sommet-là. Mais je pense qu'il sera dépassé. Et je continue de viser sur le Dow Jones FXM Dollar Index un retour en direction des 12 149 points. Quant à l'once d'or, on peut désormais considérer que les plus bas de l'année 2014, la zone de résistance comprise entre 1130 $ et 1142 $, bien peut être exploitée pour une stratégie de vente dans le sens de la tendance. À la terme, l'objectif, bien sûr, c'est de rejoindre les 1000 sur ce marché. Alors, il y a des niveaux techniques intermédiaires que j'ai tenté de positionner ici. Je m'intéresse notamment à ce niveau des 1085 $. Ce sont des niveaux historiques que je suis allé chercher dans le passé, et 1044. Donc vous avez ici tous les supports que ce marché est susceptible de rejoindre, 1026 et 1000. Donc 1000, 1026 $, 1044 $ et 1085 $. Ça, ce sont des targets. Regardez, ce sont tous ces niveaux verts. Je suis simplement allé chercher les niveaux de prix horizontaux de l'année 2010. Donc nous sommes bien sur l'once d'or sur un plus bas de 5 ans. Donc voilà, soyez-en convaincus. Nous sommes bien sur un plus bas de 5 ans sur le XAU-USD. Alors, est-ce qu'éventuellement on pourrait aussi tracer cette ligne de canal? Bon, de toute façon, elle passe tellement basse que je pense que ce serait pas réellement intéressant. Donc, voilà en tout cas ce que suggère l'analyse technique. Et donc, avec la cassure de cette zone, première résistance 1130-1142 $, liée bien sûr à la tendance haussière du dollar américain. Alors voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces actifs en données journalières. Wall Street Insider, le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui, en dépit du test d'un pivot important à 1,0820 $, et j'ai tenté depuis la semaine dernière de vous expliquer l'importance de ce niveau horizontal.
puisqu'il peut être considéré comme la ligne de coup d'un potentiel double top. Potentiel parce que la ligne de coup n'est pas brisée justement, mais ces deux rejets ici, le rejet du 18 mai sous 1,1450 et idem le 18 juin, bon, à la base le taux de change euro-dollar il est resté couvert ici par cette importante ligne de tendance baissière. C'est donc ici une des argumentations chartistes qui permettent de défendre justement davantage de nouveaux plus bas pour ce marché. Bon, la rupture des 1,0820 sur la base d'une clôture journalière renverrait de toute façon ce marché en direction des 1,05 $, ces plus bas annuels. Alors voilà moi ce que je pouvais vous livrer comme analyse sur cet horizon de temps, le journalier. Maintenant on va basculer sur l'horizon de temps horaire. Je regarde vos toutes premières questions. Je vous invite à être très attentif, pardonnez-moi, tout au long de la semaine aux résultats trimestriels des entreprises aux États-Unis, et notamment demain, United Technologies, Verizon, Apple et Microsoft et Yahoo. Demain c'est le Nasdaq en force. Apple, Microsoft et Yahoo. Ça c'est bien sûr décisif. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir justement sur l'analyse technique intraday de ces différents actifs, et notamment des paires majeures. Je commence par le taux de change euro-dollar, et on retrouve donc l'importance de ce niveau de prix ici, des 1,0820 $. 1,0820 $, avec un marché qui s'inscrit donc dans un rectangle. Bon, c'est un niveau majeur, les 1,0820 $. Forcément, bien, le marché transige, le marché se stabilise, hein, c'est ce niveau-là. C'est un seuil décisif. On retrouve ici les fameux doubles rejets dont je vous parle, sous les 1,1450 $. Et donc le creux qui sépare les deux sommets, premier sommet, deuxième sommet, le creux le plus saillant qui le sépare, c'est donc justement ce qui peut être considéré comme la ligne de coup de ce double rejet potentiel. Pour l'instant on tient le niveau, je n'anticiperai pas la cassure, ça peut d'ailleurs tout à fait tenir. En tout cas c'est l'ultime garant, c'est la frontière technique avant la parité. Bon, tant qu'on ne passe pas la frontière, on ne va pas au pays de la parité. En tout cas sur les plus bas annuels. Si un jour on la franchit, bien le marché ira. Mais pour le moment, le marché se contente de proposer ici une phase de transition latérale et est resté couvert par la toute première résistance ici à 1,0850 $. Alors, c'est l'émission Wall Street Insider, on va quand même parler des dollars de l'Amérique du Nord, hein, forcément, et notamment le fameux taux de change USD CAD. Bon, tendance haussière, j'ai tenté de vous expliquer que depuis la cassure des sommets annuels, la semaine dernière, à renfort de volume, la cassure haussière des 1,2835 $ canadiens, permise donc entre autres par la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, que la cible des 1,3060 avait été engagée sur ce marché. Le premier support a agi ce matin, 1,2950. Bon, on s'est réinstallé dans un range à court terme, entre 1,2950 et 1,3010, bon, dans le cadre d'une tendance haussière. Écoutez, moi tant que le premier support tient à 29,50, j'anticipe la poursuite de la tendance, tout simplement. Donc voilà, au-dessus d'un 29,50, ça reste haussier pour rejoindre ici les 1,3060. Alors justement en intraday à l'11 d'or, bon, on retrouve cette mèche de ce matin, le décrochage, des stops qui ont sauté. On retrouve surtout cette importante zone de résistance dont je vous ai parlé, celle qui est comprise entre 1130 et 1142 $. 1142 $, c'était les plus bas de l'année 2015. 1130 $ les plus bas de l'année 2014. On les a cassés et voilà donc pourquoi le métal jaune se retrouve sur un plus bas de 5 ans. Sur ces niveaux de l'année 2010. Bon, il y a un écart quand même assez important aux toutes premières lignes de tendance. L'idée maintenant ce serait d'exploiter un rebond dans cette zone pour passer short. Et honnêtement, je pense qu'un tout premier test des 1130 serait une bonne façon de faire. Sur le très court terme, le marché construit ici un petit range. Un tout petit range, hein, horizontal. Voilà ce que construit le marché à court terme. Bon, alors est-ce qu'on va s'installer dans ce rectangle, un tout petit rectangle intraday, avant effectivement de retomber en direction des 1185, des 1085 et des 1044 $, hein, ces fameux seuils de l'année 2010. En tout cas, on voit que le signal de vente qui a été donné durant la session asiatique, suite d'ailleurs, entre autres, à la publication de statistiques sur les réserves d'or de la Chine. Ça il ne faut pas non plus l'oublier, hein, ça fait partie des choses qui ont influencé le marché. Voilà. Alors le câble c'est une semaine importante pour le câble, vous le savez, les minutes de la Banque d'Angleterre sont attendues mercredi. On va savoir qui parmi les 9 membres du comité exécutif de la Banque d'Angleterre a voté pour ou contre un relèvement des taux lors de la dernière décision de politique monétaire. Il y a un niveau, alors, bon, on a un canal de hausse à faible pente.
Un niveau de prix horizontal sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le niveau des 1,55-50 $. Pour l'instant, on tient, on est dans un rectangle, alors tant que ça tient, ça tient. Il n'est pas évident à chaque fois d'avoir une opinion sur cette paire de devises parce que c'est quand même la confrontation des deux monnaies les plus fortes. Pour la livre sterling, j'aurai l'occasion de vous proposer un tour d'horizon avant les minutes de la Banque d'Angleterre. Bon, j'attirerai aussi votre attention sur l'euro GBP qui a cassé les plus bas ici l'année 2015 et qui trouve donc une résistance à 0,7013. Je pense qu'il peut servir à adopter une stratégie de vente pour viser 0,69. Moi, je continue sur l'euro GBP de viser 0,69. Sur le GBP NZD, je pense qu'il faudra s'intéresser au niveau des 2,34 pour adopter une stratégie d'achat. Le pullback sur ce précédent niveau horizontal, les 50% de retracement. Le GBP AUD tergiverse à plat, une phase de transition latérale, mais on peut probablement encore utiliser le support à 2,10 pour adopter une stratégie positive. Quant au GBP CAD, lui je pense qu'il faut l'acheter sur support. Je vous invite à positionner vos bougies japonaises en données 4 heures et à vous concentrer sur la ligne de tendance haussière qui attrape tous les plus bas depuis le 10 juillet. Il y a donc une belle ligne de tendance haussière qui attrape tous les plus bas depuis le 10 juillet ici sur le taux de change GBP CAD. Et je pense qu'au premier contact de cette ligne de tendance, la dynamique haussière reprendra. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment un niveau de prix ici qu'il convient de surveiller. Et sur lequel bien sûr il faudra, je pense, agir. Alors en parlant d'ailleurs des paires majeures, USD Yen, c'est fait. Voilà, la cible théorique de la structure en épaule, tête-épaule. Je n'ai pas touché à mon chart depuis lundi dernier. Rappelez-vous, lundi 13, lorsque j'ai défendu une structure en épaule tête épaule, j'ai mis ici l'extension de Fibonacci qui me donnait 124,38. Et bien le marché a fait 124, allez, 37,8 à 0,002 pips. Donc la cible théorique principale de la structure en épaule tête épaule inversée, ici sur le taux de change USD Yen, a donc été atteinte à l'ouverture de la session américaine. Peut-elle être dépassée? Tout à fait, elle le peut, à terme. Pourquoi? Parce que une jambe de hausse, on est sorti par le haut finalement d'une espèce de configuration en wedge ou en canal. Il y a eu un excès ici lorsqu'il y a eu du stress, le scénario Grexit, et puis finalement immédiatement donc pris à contre-pied. Au-dessus des 124,40, c'est 125 sur ce marché. Reste que on n'anticiperait pas la cassure d'une résistance. Donc, nous sommes davantage au contact d'un objectif de cours pour ceux qui ont pu se positionner long à l'activation de cette figure de creux en épaule, tête-épaule, ici donc, sur le taux de change USD-Yen. Alors, laissez-moi vous parler de l'AUD-USD. Vous allez bientôt avoir sur notre site un article proposé par notre analyste Yoav Nizar. La nuit prochaine à 3h30 du matin, les minutes de la Banque Centrale d'Australie, la RBA, la Banque de Réserve d'Australie, seront publiées. Je vous rappelle que la Banque Centrale d'Australie a abaissé ses taux par 2 fois cette année. Il est important de comprendre, le taux de change AUD-USD est baissier, notamment depuis la cassure baissière du 3 juillet. À très court terme, la baisse a été ralentie, elle évolue dans un canal à faible pente. Mais l'idée, c'est toujours, selon l'analyse technique que je vous propose, de viser à terme un repli en direction des 0,7268 $. 0,7268 $. C'est donc ce que je vise ici sur le taux de change AUD-USD. Alors, pour accompagner la baisse, il y a bien sûr donc ce canal à faible pente, qui est exploitable. Et donc, la nuit prochaine, les minutes de la RBA. Ça, c'est très important. On remarque que l'USD CAD reste quand même tout à fait solide. C'est toujours intéressant d'avoir eu ce matin donc cette réaction tout à fait positive sur le niveau des 1,2950. Le CAC et le DAX, 9 séances consécutives de hausse. Le marché respire, le marché se détend. Après avoir approché sur le CAC cette fameuse cible des 5194 points. Bon, on ne les a pas fait, c'est un fait. 5195, bon, je pensais que ce marché pouvait prolonger, 9 points de plus, il ne l'a pas fait. C'est suracheté, il y a un début de contradiction de momentum. Mais la divergence ne signifie pas la baisse, la divergence signifie que le rythme de marché se modifie. Ce qui est certain, c'est que cela invite à la prudence. Et vu le mouvement en place depuis le 9 juillet, commencer à sérieusement se détendre,
Surtout, voilà, on a atteint cette cible importante sur le court terme. Ce qui ne change pas mon opinion que ce marché rejoindra les 5280 à horizon fin d'été, donc 20 septembre. Ça, c'est un fait. Donc, à horizon 2 mois. Comment va-t-il y aller? Va-t-il d'abord revenir ici puis monter? Va-t-il monter en ligne droite? Va-t-il revenir faire un pullback plus fort? Ça va être le rôle de l'analyse technique intraday. Donc pour le moment, voilà ce qu'on peut dire. Moi, je vais repasser ici sur les bougies japonaises en données horaires. On a en effet rejoint donc cet important seuil ici à 5194 points. Dans tous les cas, il n'y a pas de div en daily, hein. C'est même encore énormément de potentiel en données journalières. Donc moi, en ce qui me concerne, je pense que tout retour de ce marché sur notamment ce premier support ici des 5095 points, je pense que ce serait tout à fait opportun pour prendre un long, ou en tout cas en cas de pullback sur cette ancienne oblique ici. Il y avait une oblique de résistance, si le marché a fait un pullback, ok. Alors à court terme, c'est suracheté, début de div, on s'est approché des fameux 5194 points. Bon, sur le court terme immédiat, il est temps en effet de sécuriser des gains. Alors, il en est de même sur le DAX, il tergiverse, 9 séances consécutives de hausse, un objectif a été atteint important ici, à 11 795 points, c'est le niveau technique avant de rejoindre, je pense, en juillet, les 11 889 points. Que se passe-t-il à court terme? Écoutez, pas grand-chose, on se maintient dans un range pour l'instant, on est sorti par le haut d'un drapeau, et on temporise sous ces fameux 11 795 points. Mais dans une volatilité très réduite. Donc pour l'instant, ça fait simplement range. Et moi, j'estime par contre qu'un retour sur 11 633 points, ce serait idéal pour passer long. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune vol sur les marchés actions de la zone euro. On a eu cette jambe de hausse à l'ouverture, et puis depuis un petit range, des petits chandeliers, après donc une impulsion positive à l'ouverture. Bon, le dollar US qui reste tout à fait fort. Le pétrole, maintenant, qu'en est-il du prix du pétrole? Y a-t-il d'autres actifs? Si d'autres monnaies vous intéressent, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Moi je tenterai donc de vous apporter une réponse en tout cas. Il y avait un taux de change, voilà, un taux de change que je vous invite à surveiller, c'est la UD4. La UD4 qui avait tenu son support majeur à 0,94. La UD4 qui teste, je vais vous montrer en données journalières, et qui pourrait avec les minutes de la RBA finir par sortir de sa compression. Alors il est susceptible bien sûr d'en sortir par le haut. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Je le repositionne. Voilà. C'est cette ligne de tendance que la UD4 est en train de tester. On a une compression maintenant entre 0,9515 et cette oblique ici de résistance. En cas d'extraction par le haut, ce marché pourrait remonter ici en direction des 0,97. Alors pour l'instant ça comprime, on n'a pas grand chose, hein. Mais vraiment, moi je vous invite donc à surveiller ce niveau, et notamment l'oblique. Je pense qu'on peut exploiter le niveau des 0,9515 ici pour une stratégie donc d'achat sur la UD4. Je vais remettre ici le taux de change euro-dollar en intraday. Je vais jeter un œil au prix du pétrole, le contrat US Oil. Alors le contrat US Oil ne voit sa hausse que ralentie. En ce qui me concerne, sous les 54 $, une impulsion, un range, je vise toujours un repli en direction des 50 $ et des 47 $. Le fait de voir les marchés des matières premières sous pression, c'est quelque chose qui est favorable au marché actions. C'est favorable puisque ça diminue le coût d'un certain nombre d'acteurs. Pas forcément le secteur pétrolier, mais de nombreux secteurs industriels en bénéficient à travers leurs marges. Ça fait des coûts moindres. Et d'ailleurs, le fait que l'analyse technique du pétrole continue de défendre, donner un message négatif, m'invite toujours à croire que le taux de change USD CAD peut rejoindre le niveau des 1,30-60. Et peut-être plus rapidement que ce que nous pourrions justement le croire. Alors l'ITA 40, le marché action italien, nouveau sommet, une résistance importante à 24 555, 9 séances consécutives de hausse, petite consolidation, voilà, micro-consolidation, et encore, on est encore en train de faire une séance consécutive de hausse. Je pense qu'en cas de pullback de l'ITA 40 sur le niveau des 23 867, ça se paye. Après voilà, on est un peu suracheté de partout, donc il faut faire attention. Mais c'est comme ça donc que je verrai les choses.
une analyse technique, je dirais, qui est assez limpide du taux de change, comment ça s'appelle, de l'USD CAD. Le UK Oil, c'est comme l'US Oil. Vous avez d'ailleurs sur l'US Oil bénéficié d'ailleurs d'un nouveau contrat, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Bon, le Boon toujours dans un espèce de triangle. Donc ouais. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour d'horizon en fait des convictions que j'avais en ce lundi 20 juillet 2015. Ah, il n'y a pas eu de cassure. Alors, la question sur le DAX. Y a-t-il une fausse cassure sur le DAX? Alors, il n'y a pas eu de cassure. Cours de clôture. Aucune cassure, regardez. On est resté à la lisière des 11 795. Seul le signal est donné en clôture. Par contre, on a une jambe de hausse, un flag, une jambe de hausse. Pour moi, on fait juste un pullback. Ça passera. Peut-être pas aujourd'hui. Mais les 11 795, ça passera. Bon, pour l'instant, on n'a pas donné le signal de cassure. On est resté en dessous. On est resté donc sous cette résistance. Ça, c'est un fait. Bam, bam, bam. Pouvez-vous faire un compte en centimes? Pensez-vous faire un compte en centimes? Alors, il y a des micro-lots, il faudrait préciser votre question, Michael. De manière générale, vous pouvez contacter notre équipe commerciale pour ce genre de questions, mais précisez s'il vous plaît votre question. Alors, le GBP USD, apparemment le GBP USD serait short. Alors, ça dépend ce que vous entendez, cher Michael. Qu'entendez-vous par le GBP USD serait short sur le mois? Voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à fournir des précisions si vous souhaitez donc partager comme ça des opinions. Moi, en termes de livre sterling, je conseille d'attendre cette ligne de tendance sur le GBP4 pour un achat, et je conseille d'attendre la résistance à 0,7013 pour une vente sur l'euro GBP. Et l'once d'or, il a l'air vraiment de vouloir repartir à la baisse. Ça se peut, il y a déjà une première résistance à 1120. De toute façon, sous les 1130, 1142, le métal jaune, il est clairement sous pression. Écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Lundi 20 juillet 2015, c'est la fin du point de marché Wall Street Insider. Concentrez-vous sur les résultats trimestriels. Ayez un œil averti sur le Nasdaq, le marché qui mène la danse, porté par de très bons résultats trimestriels. Google notamment la semaine dernière, Apple demain, mais pas seulement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui publient, Yahoo, Microsoft, tout ça c'est demain. Et le marché espère finalement que tout le monde fasse aussi bien que Google. En clair. C'est rassurant, pourquoi? Parce que ça confirme que certains poids lourds technologiques américains peuvent vivre avec un dollar fort. Ce qui est plutôt une bonne chose. Notamment pour le scénario de relèvement du taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché ici même à 17h30 avec Sylvain, la closing bell. Puis 18h, formation sur les stratégies de scalping. Quant à moi, prenez date demain à 18h, mardi à 18h. Je suis avec vous pendant 1 heure pour parler du RSI, son utilisation, les divergences, comment ça marche concrètement, qu'est-ce que veut dire le RSI, mais concrètement, à part d'être d'une courbe qui évolue entre 0 et 100. Et je répondrai à toutes vos questions. Donc ça, c'est demain à 18h, ici même. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et à demain. De vive voix dans cette salle de trading et 17h30 avec Sylvain pour le point de clôture. Merci.